Il est 8 heures du matin ce dimanche à Rome, et le soleil se lève sur les jardins de la Villa Borghese, où niche depuis 1911 le zoo de la ville éternelle. Les rayons obliques réchauffent peu à peu les hôtes de cet étonnant jardin zoologique. Le premier à sortir de son engourdissement matinal est le loup à crinière. Son allure de renard qui aurait trop grandi et son comportement de chien jouette pourraient laisser penser qu'il s'agit d'un animal commun. C'est tout le contraire. Le chrysocion, Brachyurus, est une espèce en voie d'extinction qui disparaît peu à peu des steppes sud-américaines. C'est la hauteur des herbes de la pampa qui l'a progressivement obligé à allonger les pattes pour lui donner finalement cette démarche un peu gauche. Le loup à crinière marche à l'amble, comme les girafes ou les chevaux de trot. Il pose en même temps les pattes avant et arrière d'un même côté. Le zoo de Rome est encore vide à cette heure et le roi des animaux en profite pour honorer sa cour. Deux femelles se disputent ses faveurs matinales. La première dame laisse bientôt la place à sa rivale. Le couple s'isole derrière le peu d'intimité que leur a laissé M. Hagenberg, qui a dessiné ces faux rochers en béton. Les décors pittoresques, en vogue dans les années 30, ont fait la réputation de cet architecte paysagiste. Il a donné aux zoos de Rome quelques-unes de ses réalisations les plus spectaculaires.
le tigre de Sibérie doit un peu lui en vouloir, lui qui est originaire des steppes immenses où ne s'élève nul rocher de ce genre. Mais peut-être ce beau spécimen ne sait-il plus lui-même d'où vient sa race, car presque tous les tigres du zoo sont nés ici en captivité. Et ces redoutables félins perdent peu à peu de leur agressivité héréditaire, au point que certains seraient devenus presque aussi dociles que des chatons. Le joyau du jardin zoologique de Rome est peut-être cette volière aux allures futuristes. Elle date pourtant de 1930 et fut construite en acier inoxydable. Un matériau révolutionnaire pour l'époque. Cette belle armature retient toujours aujourd'hui tous ces volatiles dans leur écrin. Le zoo de Rome mérite bien son nom de jardin zoologique, car les animaux sont hébergés dans un parc dont le charme dépasse de loin sa seule vocation zoologique. Les tonnelles ombragées, les fontaines, les statues donnent une atmosphère romantique à ce jardin que les jardiniers municipaux oublient parfois d'entretenir. Mauvaises herbes et plantes grimpantes envahissent les cages abandonnées, conférant une nostalgie indéfinissable à cet endroit que les Romains chérissent. Les premiers visiteurs viennent finalement rompre la quiétude du lieu, réveillant les statues et donnant à la faune engourdie sa vraie raison d'être.
Le vieil éléphant sort de son abri au style oriental, salue de la trompe et semble dire que le spectacle commence. Une solide grille d'acier sépare ici deux continents. À gauche, un vieil éléphant d'Afrique. À droite, un éléphant d'Asie. La cohabitation semble pacifique, mais on n'a jamais essayé d'enlever la grille. Les éléphants sont des animaux consciencieux. Ils prennent à cœur leur rôle d'amuseur public. Chacun y va de son mouvement de trompe, de son petit pas de danse. Les enfants voudraient bien caresser cette grosse peluche. Et l'ours brun leur tend une patte amicale. Mais les barreaux de la cage empêchent tout contact. Des cages bien étroites, quand on connaît l'appétit d'espace de ces grands mammifères, confinés ici dans des enclos qui datent des premières heures du zoo, en 1911. Au détour d'un chemin, le regard plonge vers la fosse aux singes. Dessiné à la même époque que les rochers d'Hagenberg, ce décor en béton ne cherche, lui, à imiter aucun environnement naturel.
Tout est fait pour mettre en évidence les facéties du peuple de l'arbre. En l'occurrence, une tribu de macaques du Japon fort occupée à s'épouiller. Les lycaons sont sans doute les pensionnaires les plus méconnus du zoo de Rome. Pourtant, leur histoire est exemplaire. Originaire d'Afrique centrale, le lycaon est un charognard, mais il peut aussi chasser en meute. Au zoo de Rome, un seul couple a donné naissance à 2 portées de 9 jeunes. À l'état sauvage, on est en forte régression, faisant craindre sa disparition. Les lycaons du zoo de Rome illustrent bien la nouvelle politique des zoos à l'échelle mondiale. On considère aujourd'hui les jardins zoologiques comme de véritables sanctuaires de la vie animale, une sorte de refuge pour les espèces menacées. L'Association mondiale des zoos s'est engagée à ne plus prélever d'animaux sauvages dans la nature. Elle encourage donc la reproduction des individus en captivité, en favorisant par exemple les échanges entre différents zoos. Mais réintroduire ensuite dans la nature des animaux nés en captivité est souvent difficile. C'est pourquoi une partie du budget des zoos devrait être transférée vers la protection des espèces dans leur milieu naturel. Pour le zoo de Rome, cet objectif semble incompatible avec sa situation financière. En effet, il dépend de la municipalité de Rome, bien avare envers un si beau parc dont elle perçoit cependant les recettes. Le zoo de Rome ne dispose même pas des services d'un vétérinaire. Cela n'a pas l'air d'inquiéter les jeunes lycaons qui continuent à se bagarrer joyeusement au mépris des blessures que cela peut leur occasionner. Comme tous les autres animaux du zoo, cette girafe a reçu un nom latin. C'est Marc-Antoine. La direction du zoo n'a malheureusement pas les moyens de faire venir une femelle pour briser la solitude de ce beau spécimen.
Marc-Antoine se console avec le public, toujours très nombreux autour de son enclos. 400 000 visiteurs passent chaque année sous son coup. Tous les petits Italiens n'auront pas la chance de s'offrir un safari au Kenya et le zoo reste l'unique occasion d'admirer de près l'élégance d'une girafe, de sentir sa langue râpeuse au creux de sa main. Bien qu'interdite, Marc-Antoine ne refuse jamais une friandise, ce qui lui occasionne quelques troubles intestinaux, surtout lorsqu'il avale aussi l'emballage. Voici comment, dans les années 30, on se représentait le pôle Nord. L'architecte Hagenberg, grand maître du décor pittoresque, réussit ici un chef-d'œuvre sans se soucier de la réalité. Mais les otaries ne sont pas contrariantes et se baignent volontiers dans l'eau de ce faux glacier. Leur repas est perturbé par des mouettes qui chapardent leur dîner, obligeant le gardien à lancer les poissons directement dans l'eau.
Il fallait bien sûr une louve dans le zoo de Rome. Les petits Romains viennent admirer ici cet animal qui allaita Romulus et Rémus, donnant naissance à une cité dont on connaît l'essor. La journée touche à sa fin et les rayons du soleil jouent entre les barreaux des cages. Les grands fauves sont rentrés dans les enclos pour le repas du soir. Ils y passeront la nuit. Peu à peu, les visiteurs quittent le parc de la Villa Borghese, laissant les animaux profiter seuls de ce merveilleux endroit. Les pensionnaires du zoo savent-ils seulement qu'ils vivent en plein cœur de la ville éternelle ?